Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Jamais la France n'a eu autant besoin de franc-maçonnerie. Héritier de l'abolition de l'esclavage, de l'école publique et gratuite, des lois sur la laïcité, sur la pilule, l'IVG ou le droit de mourir en dignité, les francs-maçons semblent bien absents à l'heure du péril nazi-islamiste, alors qu'ils devraient être à la pointe du combat pour que vive la République française, laïque et démocratique. Au nom de l'action individuelle, les francs-maçons qui ont construit les fondations de notre tant célébré vivre ensemble, n'agissent pas collectivement. C'est oublier, par exemple, que le premier parti politique créé en France en 1901 le fut avec la participation de 155 loges maçonniques. C'est encore oublier que Pierre Simon, grand maître de la Grande Loge de France, initiateur du mouvement du planning familial, et Lucien Neuwirth, héros de la Résistance, membre du Grand Orient de France, s'unirent et mobilisèrent des loges pour porter la loi sur la pilule contraceptive. Depuis plus de 40 ans, l'idéologie totalitaire du nazi-islamisme est à l'œuvre. Le 11 septembre 2001 a marqué non pas le point de départ de cette stratégie d'infiltration et de terreur, mais sa mise en lumière fulgurante. Depuis ce massacre, le monde vit au rythme des attentats et des défis lancés aux démocraties par les idéologues du nazi-islamisme. Devant une telle menée subversive, les francs-maçons porteurs des idéaux humanistes et républicains restent étrangement silencieux. Le terme de nazi-islamisme désigne une idéologie fondée sur une approche raciste et religieuse alimentée par la lecture littérale dévoyée du texte coranique utilisée par des groupes sectaires comme le salafisme, le wahhabisme ou les frères musulmans. Les idéologues de ce mouvement international entendent sélectionner les véritables croyants, parmi les humains, de même qu'Hitler ou Heydrich entendaient éliminer les juifs et autres humains estimés inférieurs, afin de sélectionner la race supérieure qu'ils dénommaient aryenne. Ces idéologues entendent de la même façon imposer une seule lecture antique du Coran, une seule loi de société qui soit celle de ce Coran médinois archaïque et un seul mode de vie. Leur projet totalitaire est identique à celui des nazis. C'est pour ces raisons que le terme nazi-islamisme peut être retenu pour qualifier cette nouvelle barbarie à l'œuvre de façon évidente ou souterraine. Chacun devrait se souvenir des mots de Françoise Giroud, alors patronne de l'Express. Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom, il rampe, il flotte, quand il montre le bout de son nez, on dit « c'est lui ». Vous croyez ? Il ne faut rien exagérer. Et puis un jour on le prend dans la gueule, et il est trop tard pour l'expulser. Ainsi est advenu le nazi-islamisme. Nous l'avons en pleine gueule. Dans ces conditions, il n'est plus question de tergiverser, d'abandonner une quelconque parcelle de nos fondamentaux citoyens sous prétexte de ne pas choquer les sensibilités d'opinion. À force de faire attention à ne pas énerver le curé, l'imam, les jeunes ou les droits-des-l'hommistes de service et surtout de ne pas pratiquer d'amalgame, l'autorité politique est devenue déliquescente, laissant place à une marine embusquée au large des côtes de la présidence de la République. Évidemment, nous le savons, les musulmans dans leur grande majorité ne portent pas les messages de la haine et du refus de notre principe de laïcité. Il reste qu'une minorité en augmentation constante mène un combat sans répit contre la République, contre la France. Cette minorité, si séduisante pour des jeunes, incultes, paumés ou voyous, exploite des motifs pseudo-religieux, refus de piscine, port du voile intégral, refus de soins d'une femme par un homme, prêche en petits groupes à l'occasion des marchés hebdomadaires, burkini, et des moyens plus violents allant de graffiti, profanation, incivilité, injures jusqu'à des attentats et à l'assassinat d'un prêtre. Est-ce acceptable au nom de la liberté d'expression et de la tolérance ? Je réponds non. Même si aucune époque ne fut tranquille et douce, y compris celle des années 60, il est évident que les Français n'ont jamais connu un tel état de fatigue démocratique et de douleur morale. Le questionnement du futur leur devient insupportable. Alors grande est la tentation de rejoindre les idéologies simplistes et dangereuses, dont celle de l'exclusion de l'autre n'est pas la moindre. Beaucoup, je dirais trop, de philosophes et de sociologues font ainsi la part belle au pessimisme ambiant, comme si cela était une forme de mode. Où est l'optimisme battant ? Où sont les voies de la force constructive ? Où sont les résistants ? Les réponses à ces interrogations se trouvent non plus chez certaines élites qui se délitent, mais dans la jeunesse et dans les quartiers dits sensibles. Là où s'invente le futur au cœur du grand mouvement de la mutation technologique,
de l'avènement de la civilisation numérique. Des mots illustrent ce mouvement que les conservateurs de tous bords tentent encore de marginaliser. Partage, service, échange, innovation, gratuit, don, aide, c'est la philosophie du le de commun et de coresponsabilité. L'actuel flot de paroles et d'écrits constitue un espoir et une inquiétude. Un espoir, celui d'un sursaut républicain en force et en beauté avec vigilance. Une inquiétude. Un lent endormissement sous la couette gonflée de discours intellectuels sans suite dans les faits sinon des mesures de circonstance ou d'affichage laissant nos ennemis de glace. L'état d'urgence rassure les Français, ennuie quelques candidats djihadistes et reste nul pour la majorité des nazis islamcites. Il en va de même de la création d'une fondation alimentée par des fonds d'État, afin que les musulmans se fassent discrets, si. Combien de nouveaux crimes à venir ? Restent les femmes et les hommes, humbles, modestes travailleurs, chômeurs ou immigrés involontaires qui demandent à vivre décemment en paix, à comprendre le monde et à avoir le moins peur possible de leur avenir. Le peuple, celui qui aime les congés payés, le camping et les fêtes de famille. D'aucuns les qualifient de sans-dents, ou pire, de paresseux. Il faut dire que le peuple est vraiment absent dans les hautes sphères de la Ve République. Au-delà des interrogations métaphysiques, émergent des questions vitales dont celle de refonder un pouvoir politique au sens noble du terme, un pouvoir qui ferait sens. Les échanges d'arguments actuels qui préparent le terrain à l'élection présidentielle de 2017 sont désespérants de vide. Des Gaulois à l'identité heureuse en passant par le ni gauche ni droite ou par je fais comme si, les discours mobilisent des militants sans jamais exprimer un véritable projet d'avenir, un projet d'espérance et de volonté. Le spectacle est dérisoire. Dans ce contexte, l'immédiateté peut-elle favoriser les réponses aux questions que chacun se pose ? Un débat aussi anarchique que rapide peut-il participer à la compréhension du monde et de son devenir ? 140 signes suffisent-ils pour guider une réflexion commune ? Peut-on gouverner au moyen d'une politique dictée par l'émotion immédiate ? Les francs-maçons, bien qu'utilisateurs friands des tweets, SMS et autres réseaux sociaux, savent que seul le temps long, isolé du bruit et de la fureur, permet l'expression ordonnée de chacun, l'approfondissement de la réflexion et l'acceptation de nouvelles idées. C'est en cela que la franc-maçonnerie a la capacité d'être utile aujourd'hui, comme elle le fut hier. Faut-il encore accepter le changement d'espace, c'est-à-dire la globalisation mondiale, et celui d'environnement, c'est-à-dire la civilisation numérique ? Nier ce double basculement revient pour les francs-maçons à se couper de la réalité, en invoquant leur quête spirituelle. La spiritualité maçonnique, spiritualité laïque, ne revendique aucune révélation ni aucun dogme mais veut avec raison servir l'humanité dans sa progression. Face aux nazis islamistes, seule cette volonté d'une espérance en un monde meilleur permettra de les priver de jeunes esprits séduits par leurs discours faussement salvateurs. Le temps est venu de remettre la franc-maçonnerie à la tête du combat pour l'idéal républicain français de liberté, d'égalité et de fraternité. Non pas parce que les francs-maçons seraient meilleurs ou plus avertis que d'autres, mais parce que les francs-maçons mettent en pratique une méthode à la fois d'écoute et d'expression qui constitue une force essentielle pour gagner le combat contre les totalitaires. Cette méthode, dite ternaire, facilite la tolérance, oblige la réflexion et entraîne l'action. C'est une démarche spirituelle qui permet à chacun de se construire pour aboutir à un travail collectif au service du bonheur humain. Loin de moi l'idée de penser que seuls les francs-maçons sont capables de mener le combat contre les nazis islamistes. En revanche, du fait de leur approche hors politique et hors religion, les francs-maçons sont en mesure de contribuer largement à la lutte contre les totalitaires. Ils savent travailler en faisant abstraction de leurs opinions personnelles et de leurs statuts sociaux, pour développer une œuvre commune. À titre individuel, beaucoup de francs-maçons sont déjà engagés dans des associations ou des groupes mobilisés dans cette lutte. Ces actions individuelles ne peuvent suffire à insuffler une approche maçonnique, encore plus si nous considérons le temps présent comme un temps de guerre, c'est-à-dire un temps où seul compte l'intérêt de notre pays et des démocraties occidentales. Si les francs-maçons de la période 1870 à 1901 s'étaient contentés de l'action individuelle, jamais le parti politique moderne ne serait advenu. Aujourd'hui, il s'agit de mener le même combat pour la République. Certains m'objecteront que les temps ont changé, que nous vivons dans l'ère numérique,
que les élites sont contestées, que l'autorité n'est plus reconnue, que finalement la France est petite, réduite à... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.